Docteur Tano, bonjour, bonne année. Bonjour. Merci de venir sur notre plateau. C'est la première fois, hein? C'est votre première fois? C'est la première fois. Ok, pour ce baptême, on espère que ce sera un baptême de feu, ça va bien se passer. Non, je ne pense pas que ça soit le feu. Un feu doux, Beaucoup de santé. Santé. Alors, docteur, qu'est-ce qui a motivé l'État de Côte d'Ivoire à vraiment s'inscrire résolument dans la prise en charge de l'état de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant? On s'est basé sur quoi? Quel est le postulat de base? Mais si vous savez, tout à l'heure, ça a été dit, le couple mère-enfant représente le couple de la vie. Or, il ne peut pas avoir de pays sans vie. Il ne peut pas avoir de pays sans qu'il y ait de grossesse, sans qu'il y ait d'accouchement. Et c'est pourquoi le couple mère-enfant représente la priorité essentielle en matière de santé du gouvernement. Et des actions sont menées de par-ci et par-là pour pouvoir satisfaire et résoudre le problème de la mortalité maternelle néonatale évitable. J'insiste sur évitable. Évitable parce que tous ces cas que nous voyons, tous ces cas de décès sont des cas que nous pouvons éviter. Effectivement. Alors, parlons donc des actions qui sont menées avec notamment votre programme. On va essayer de présenter votre programme, ses missions et objectifs. Merci, madame. Le programme, c'est le programme du ministère de la Santé, qui s'appelle Programme national de la santé de la mère et de l'enfant, qui est né de la fusion de deux programmes. Un programme qui antérieurement s'occupait de la santé infantile, qu'on appelle le Programme national de la santé infantile et suivi de la vie, et le Programme de la santé de la reproduction et planification familiale. On a fusionné ces programmes pour qu'il y ait beaucoup plus de fluidité dans les actions et beaucoup plus d'efficacité. Et ce programme a pour mission essentielle, comme je le disais tout à l'heure, de lutter, de mettre en place des stratégies, des interventions qui ont pour seul objectif de freiner ou de lutter contre la morbidité. La morbidité représente les complications liées à une affection. Ici, c'est la morbidité liée à la grossesse, la morbidité liée à l'accouchement et la morbidité souvent liée aux problèmes de maladies néonatales et infantiles. Donc, c'est un programme important du ministère et qui a reçu une vision aussi importante de M. le ministre de la Santé, le Dr Jonah Kaoulé, qui est un homme de terrain, qui est quelqu'un qui a pu mettre en pratique et qui est l'initiateur des collèges de proximité. Aujourd'hui, à la tête, nous a donné l'ordre de mener l'action vers les soins de santé primaires. Car tout autour de nous, dans les autres pays, si les indicateurs sont bons, c'est parce que le niveau de prise en charge de la santé a été coordonné avec le niveau de développement, en orientant les actions vers les communautés. Parce que si quelqu'un se sent malade et qui ne se lève pas le matin pour aller à l'hôpital, on ne peut pas le traiter. Ça veut dire que l'émission aujourd'hui à laquelle nous participons est une émission déjà qui va nous contribuer à la lutte contre les décès maternels. Parce que c'est la sensibilisation qu'il faut pour un changement de comportement, un changement de mentalité, pour un Ivoirien nouveau, pour des prestataires de santé nouveaux, pour que ces prestataires de santé soient humains et qu'ils fassent des soins, comme on l'appelle, des soins humanisés. Et c'est dans ce sens que le ministre nous a orientés. Ok, merci beaucoup au ministre qui vous a orienté. Docteur Tano, les Ivoiriens veulent savoir, il y a beaucoup de programmes dans notre pays, programmes de telle entité. À la base, c'est bien pensé. Mais les programmes là, qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce que ça fait? Quelles sont vos limites? Où est-ce que vous pouvez aller? Où est-ce que vous pouvez vous arrêter? Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous allez, par exemple, en milieu rural, parce qu'on va toujours revenir là-bas? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux populations pour les soulager? Merci. Pour les programmes, vous savez, pourquoi on crée un programme? On crée un programme pour résoudre un problème. Donc le programme ne peut pas être éternellement un programme à vie. S'il y a un problème, en son temps, il y avait le problème des vers de Guinée. Il y a un programme de lutte contre les vers de Guinée qui a été créé. Et aujourd'hui, les vers de Guinée n'existent presque plus. N'existent pas. Ce programme disparaît. Donc aujourd'hui, si ces programmes du ministère de la Santé sont encore là, c'est le problème demeure.
les problèmes demeurent. Quand vous parlez du paludisme, par exemple, le programme du paludisme est un programme qui travaille beaucoup, mais les résultats dépendent des autres secteurs. Nous, au programme Santé Mère Enfant, c'est le programme transversal, parce que c'est le programme qui utilise toutes les actions des autres. Parce que tout ce qui se fait dans les autres programmes intéresse la mère, intéresse le nouveau-né, intéresse l'enfant. Quand on parle de paludisme, c'est la mère, c'est l'enfant. Quand on parle de nutrition, c'est la mère, c'est l'enfant. Quand on parle de vaccination, c'est la mère, c'est l'enfant. Donc, le programme transversal qui est là pour coordonner les activités, afin que la Côte d'Ivoire ressorte là avec une santé de qualité à partir des prestations dites de qualité. Et c'est pourquoi ces programmes existent. C'est vrai, on peut parler de moyens, mais les moyens ne sont pas seulement les moyens financiers. Ici, ce que l'Ivoirien doit comprendre... On n'a pas précisé les moyens financiers, on n'a pas eu de moyens généralement. Voilà, les moyens. Il y a des moyens, il y a des moyens financiers, tout ça, mais il faut que l'Ivoirien, d'abord, aime son pays. C'est-à-dire, c'est le don de soi. Nous sommes dans un programme qui regroupe des expertises. C'est-à-dire, il y a des gynécologues, des pédiatres, et chacun doit être au travail. Justement, docteur, on va disséquer les différents compartiments du programme type que vous coordonnez, là, en l'occurrence celui qui a trait à la santé de la mère et de l'enfant. Oui. Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain pour pouvoir toucher le plus grand nombre de femmes, puisque c'est d'elles qu'il s'agit? Ah oui, d'abord les actions que nous menons, il y a des actions d'abord de conception avec nos partenaires techniques et financiers. C'est-à-dire, nous essayons d'élaborer des stratégies, des interventions. Nous prenons le cas de la mère et de l'enfant, le cas de la grossesse et de l'accouchement. Nous nous fixons comme objectif, la grossesse est une source de bonheur. L'accouchement doit demeurer aussi une source de bonheur. En aucun cas, une femme enceinte ne doit mourir des suites d'un accouchement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons identifié les problèmes pour lesquels les cas de décès évitables peuvent être évités. Très bien. Ce sont les retards. Et nous avons les 3 retards essentiels. Le premier retard, c'est dans la communauté. Ça veut dire que quand une femme est enceinte, si elle-même, elle ne se décide pas d'aller dans un centre de santé pour qu'on suive correctement sa grossesse, si cette femme reste éternellement à la maison, lorsqu'une complication va survenir, cette complication sera plus grave. Ça, c'est le cas de la communauté. Le deuxième état qui peut survenir, la femme se décide d'aller dans un centre de santé. Le matin se lève, il y a un problème financier. C'est-à-dire, il n'y a pas, ou bien il n'y a même pas de route. C'est ça, moyen de transport. Comment avoir accès à l'hôpital? Donc, il y a un problème d'accessibilité même aux soins de santé. Mais ce problème d'accessibilité aux soins de santé fait intervenir des autres secteurs, parce que la route, c'est le ministère des infrastructures. S'il y a un pont qui est cassé et que la personne ne peut pas accéder au pont, mais nous sont tous là, à Abidjan. Vous quittez Yopougon pour aller soit au CHU de Cocody et il y a un embouteillage. La personne est dans un véhicule et elle peut être en retard parce que l'embouteillage peut Docteur, l'entrer. ça tombe bien que vous nous parlez ça parce que moi j'aimerais savoir, au niveau de la construction des infrastructures, les centres de santé dévolus à la mère et à l'enfant en Côte d'Ivoire, c'est sur quelle base c'est construit? L'hôpital mère-enfant de Bingerville ne peut pas tout faire, ne peut pas être partout en même temps, ne peut pas se démultiplier. Vous faites ça au niveau de la démographie ou bien au niveau des aires géographiques? Comment ça se passe? Pour que le monsieur ou bien la maman qui est à Goïtafla, Zoukoube, puisse avoir les mêmes... Voilà. Parce que ce que vous nous dites, les plans du ministère, c'est vrai. Très bien, c'est une très bonne question. Et c'est à cela que le ministère de la Santé s'attelle aujourd'hui. C'est la correction, la réhabilitation de la pyramide sanitaire. Avant, ce n'était pas le cas? Avant, c'est vrai, du travail a été fait.
Le travail qui a été fait, c'est qu'on a conçu beaucoup de structures de santé. Vous-même, dans votre village, il y a des structures de santé qui sont construites à moins de 10 km. Chez moi, à Diekabo, les femmes vont accoucher dans un tricycle qu'on a dû offrir. Ça existe en Côte d'Ivoire. Non, mais le tricycle existe un peu partout. Oui, même dans pas commode pour une femme qui va accoucher. Non, c'est vrai, mais c'est pas commode. Mais c'est pratique par rapport à l'état de la route. Donc on va laisser ça comme ça. Oui, c'est pratique par rapport à l'état de la route. L'essentiel, c'est l'accessibilité au centre de soins. Ou bien des ambulances qu'on ne peut pas utiliser, les mamans peuvent faire parce que ça n'a pas encore été inauguré. Non, en aucun cas. C'est pourquoi même je suis sur justement, plateau. la stratégie que vous mettez en place, c'est laquelle? Ce sont des informations qui sont contraires. C'est les contre-vérités. Non, il y a des faits aussi qui sont vécus par la population. On ne peut jamais donner une ambulance et demander qu'on inaugure cette ambulance. L'ambulance, je prends un exemple. À Daoukro, les malades vont faire leurs besoins dehors, dans les herbes, alors que le WC qui est homologué n'a pas encore été inauguré. Vous trouvez que c'est normal, ça? Non, tout à l'heure, on parlait des structures de santé. D'abord, essayons de voir pourquoi. Oui, ça, c'est une structure de santé aussi à Daoukro. Les structures de santé, et c'est vrai, mais c'est pourquoi je dis qu'il faut impliquer la communauté. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à faire de telle sorte que les conseillers régionaux, les mairies, les préfets s'impliquent effectivement dans le problème. En quoi faisons concrètement? Les conseillers régionaux doivent participer d'abord à l'entretien. Ils doivent participer. Donc ça ne se fait pas. Et les préfets doivent aussi regarder ce qui peut. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui en matière de santé communautaire. Et c'est concrétisé, matérialisé comment pour la population qui veut savoir? Et la population même doit s'impliquer aussi dans sa santé. Parce que quand on construit une structure de santé, la structure de santé appartient à la population d'abord. Et si vous leur dites de ne pas toucher parce que ce n'est pas encore inauguré, qu'est-ce qu'ils vont faire? En aucun cas, on ne peut parler d'inauguration sans que... La population est là, la structure de santé appartient à la population. C'est elle-même qui doit veiller à ce que les choses se passent normalement, comme ça se passe dans certains pays. On a des comités, au niveau du programme aujourd'hui, on a mis en place des comités de veille citoyenne. C'est-à-dire que ces comités se rendent tous les matins pour aller visiter les centres de santé, regarder ce qui se passe. D'abord, l'accueil. Est-ce que l'accueil est bon? Est-ce que l'hôpital, la structure de santé est propre? Est-ce que on remonte l'information au chef du village? Le chef du village peut... Il y a des choses qui peuvent être traitées au niveau de la chefferie. Dans le cas contraire, on remonte l'information au directeur départemental de la santé. Donc, nous avons réussi au niveau du programme à impliquer à travers les comités de veille citoyenne la population. Parce que quand on fait une structure de santé, la structure de santé appartient à la communauté, appartient au village. Quels sont les relais que vous avez dans les quartiers, au niveau des associations féminines, dans les villages? Quels sont vos relais concrètement sur le terrain? Très bien. Nos relais, c'est ça que je parlais tout à l'heure. Nous avons le comité de veille citoyenne. Et dans le comité de veille, il y a les représentants de la chefferie, les représentants des mutuelles, il y a les représentants des jeunes, il y a les représentants des femmes, il y a les représentants religieux. Et c'est différent du COGES. C'est-à-dire que ce n'est pas un comité de gestion, mais c'est un comité de veille. Et il y a une semaine, nous avons rencontré le ministère de l'administration du territoire qui a, à son tour, mis en place des comités anti-raquettes. Nous avons dit, au lieu d'avoir plusieurs comités, nous allons ensemble travailler pour que le comité anti-raquettes, parce que aussi, vérifier effectivement si ce que le ministre demande de faire dans les structures de santé. Parce qu'en matière de prise en charge de la santé de la mère-enfant, il y a la gratuité ciblée. Très bien, c'est des informations très importantes. Il y a la gratuité ciblée. On a un regard sur plusieurs aspects, voilà. Mais pour ce qui nous intéresse, ce serait bien aussi de parler des actions que vous menez pour la réduction de la mortalité des femmes et des enfants. La première action que nous menons, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que nous passions pour informer la population, pour sensibiliser la population à fréquenter les structures de santé. Parce que quand nous prenons nos indicateurs, nous voyons que les femmes viennent en consultation prénatale. C'est vrai. Mais la proportion des femmes qui viennent dans les normes, c'est-à-dire du 1er au 3e mois, cette proportion tourne autour de 30%. Alors que quand vous regardez
les femmes qui ont consulté pour le premier contact, ça tourne autour de 95%. Et pour ces 30%-là, vous avez détecté les causes de cette réticence-là? Donc, dans les 30%, nous nous sommes rendus compte qu'en Côte d'Ivoire, les femmes ne viennent pas tôt en consultation prénatale. Elles viennent au-delà du premier trimestre. C'est ça, c'est le problème principal? Voilà. Non, le problème principal, nous savons que nous avons à sensibiliser. Non seulement sensibiliser, docteur, je me permets de vous arrêter parce que s'il y a un souci, c'est aussi il y a la négligence au niveau du corps médical. On ne stigmatise pas tout le monde ici au niveau des sages-femmes. Dieu seul sait, les Ivoiriens ont été témoins l'année passée de beaucoup de cas de négligence de femmes qui sont mortes en couche parce qu'on a fait ceci ou elle est venue, on lui a demandé ceci, on lui a demandé cela. Vous, ce qui a poussé même l'ancienne ministre à instaurer ce qu'on appelait le tutorat, par exemple, notamment au niveau des sages-femmes. Est-ce que quand votre équipe est venue, vous avez poursuivi ça ou bien vous avez abandonné ça parce que chacun veut imprimer sa marque? Le tutorat est une stratégie innovante qui a été admise par le ministère de la Santé. Donc, en aucun cas, personne ne peut l'abandonner. À quoi consiste le tutorat? Comment vous avez continué? Le tutorat... Comment vous avez continué? Le tutorat demande que des personnes expertes, soit à la retraite ou en activité, soient à côté de nos jeunes femmes, nos jeunes sages-femmes, pour leur inculquer les bonnes pratiques. Mais tout à l'heure, vous aviez parlé de raquettes. Mais c'est ça le problème de mentalité, c'est ça le problème de comportement sur lequel nous devons nous tous agir pour que la personne qui est là ne puisse pas adopter les comportements qui nuisent. Et la difficulté, c'est le changement de mentalité. Car on ne vient pas à la santé pour de l'argent. On ne vient pas à la santé pour de l'argent. C'est vrai, c'est un métier. On travaille pour être payé, mais ce n'est pas avec les malades qu'il faut s'enrichir. Les malades, déjà, sont affaiblis. Quand ils viennent, ils sont affaiblis. Il faut pouvoir leur donner non seulement la possibilité de se rassurer, mais il faut qu'ils soient bien accueillis. Il faut qu'on évite ces raquettes. Donc, docteur, vous êtes en train de nous dire ici que c'est l'un des facteurs prédominants de la réticence des femmes à venir à l'hôpital? Ah oui, c'est l'un des facteurs et sur lesquels nous agissons aujourd'hui. Effectivement, c'est l'un des facteurs, c'est le facteur accueil. L'accueil. Et l'accueil renferme beaucoup de notions. Il y a une solution concrète proposée par l'ancienne ministre, le tutorat. Vous, quand vous êtes arrivé dans ce cas concret-là, qui est un cas très important, qu'est-ce que vous avez proposé de nouveau? Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est pas... D'abord, il y a la continuité et il y a la redevabilité et le fait d'éviter l'impunité. D'éviter l'impunité. Aujourd'hui, si vous voyez, le ministre est partout pour voir comment faire pour réduire ces mauvais comportements dans notre système de santé. Parce que on pense qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire et on fait ce qu'on peut et on reste impuni. Aujourd'hui, c'est la redevabilité. Nous avons la réforme hospitalière. Et cette réforme hospitalière oblige chaque personne à un système de performance. Si vous êtes là, que vous êtes noté, que vous n'avez pas ce pour lequel vous êtes là, vous ne pouvez pas continuer. Effectivement, la difficulté qu'on avait, c'était l'impunité. Mais nous sommes là aujourd'hui pour dire qu'il n'y a plus et n'aura plus d'impunité dans ce pays. Et quels sont les indicateurs que la population pourrait avoir, posséder pour pouvoir suivre aussi en même temps que vous l'impunité qui est résorbée? D'abord, la première chose à faire, c'est effectivement travailler avec le comité de veille. Parce qu'avec le comité de veille citoyenne, vous avez la possibilité d'aller chaque matin, chaque soir, même à n'importe quelle heure, essayer de voir ce qui se passe réellement dans la structure de santé. Est-ce que les personnes qui travaillent sont à l'heure, sont disponibles? Est-ce qu'il y a des problèmes?
Je vous demande, nous tous, nous devons contribuer. Est-ce que le matériel qui vient... Tout le monde investit de cette mission. Est-ce que le matériel qui vient, est-ce qu'on a besoin de faire si ça vient, que ça affecte un hôpital, au lieu d'attendre des inaugurations à non point fini, il faut l'utiliser pour le bien-être des populations. Ça, c'est ce qui est important. Après, on peut les inaugurer, même quand ça fonctionne déjà. C'est un peu ce que les Ivoiriens veulent. Merci infiniment à vous, docteur Tano New. Je rappelle que vous êtes directeur, coordonnateur du programme national de la santé mère-enfant. Les Ivoiriens veulent toujours savoir ce qui est bien pour eux, parce qu'ils aiment avoir affaire à des gens qui font du bien avec ce qui est à leur disposition. Merci et très très bonne journée. On reviendra sur le cas de la santé les prochaines fois. Bonne journée à vous, mesdames et messieurs.